Elle ignorait que son père était un multimilliardaire secret qui avait racheté son entreprise. Son mari et sa maîtresse traitent sa femme d'ignorante devant la tombe de sa mère jusqu'à ce qu'il rencontre son nouveau patron. Il ne s'est pas contenté de l'insulter. Il l'a fait devant la tombe de sa mère. L'herbe était encore humide lorsque Ethan Cole a croisé les bras, a regardé la femme qui l'avait suivi à travers toutes les épreuves et a dit assez fort pour que l'autre femme et sa mère l'entendent. « Tu es inculte, Grace, tout comme elle. Elle n'était rien. Et toi non plus. » À côté de lui, Lydia Blake, la femme sûre d'elle et raffinée de son bureau, réprima un sourire et ajouta doucement « c'est ici que finissent les femmes sans instruction. » Lydia ajouta doucement, en se redressant davantage. Margaret Cole, sa mère, ne les arrêta pas. Elle se contenta de fixer la tombe et dit froidement « On ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais eu. » Le cimetière devint silencieux. Personne ne défendit Grace. Personne n'en disait assez. Agenouillée sur le sol froid, Grace Reed gardait les mains baissées pour qu'ils ne voient pas qu'elle tremblait. Sa robe était simple, ses bijoux modestes, sa vie tranquille. Pour eux, elle n'était qu'une femme douce, issue d'un milieu modeste, une femme qui ne comprenait rien aux affaires, qu'ils pouvaient insulter parce qu'elle n'avait ni éducation, ni statut, ni pouvoir. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était ceci. La femme qu'ils traitaient d'incultivée était la fille d'Henry Reed, un homme qui avait passé des années à cacher sa véritable identité. Sur le papier, il n'était qu'un veuf à la retraite. Dans les bons documents, sous les bonnes sociétés holding, parmi les gens qui comprenaient réellement le capital, il était l'un de ces hommes quasi mythiques. Les gens en plaisantaient dans le monde de la finance, le genre d'hommes qui, grâce à la dispersion de leurs actifs et à leur contrôle discret, se sentaient comme des multimilliardaires, même si aucun magazine ne pouvait jamais publier l'intégralité de leur patrimoine. Alors qu'Ethan se vantait de son travail et vénérait l'entreprise pour laquelle il travaillait, le père de Grace achetait discrètement une participation majoritaire dans cette même entreprise, celle qui, selon Ethan, prouverait enfin qu'il était meilleur que la femme qu'il essayait d'effacer. Le jour où Ethan a choisi d'humilier Grace sur la tombe de sa mère, il ne savait pas que toute sa carrière reposait déjà sur des actifs que sa famille contrôlait secrètement. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une sentence cruelle prononcée sur une tombe. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'un homme et sa maîtresse se moquent d'une femme qu'ils considèrent comme inférieure à eux, tout en rendant des comptes à un nouveau patron qu'ils n'avaient pas vu venir. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme laisser Grace être ridiculisée en silence, comme ils l'ont ridiculisée devant cette tombe. En cliquant sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les femmes discrètes et sous-estimées qui ont refusé de rester dans l'ombre. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. La première insulte n'était pas motivée par la colère. Elle a été prononcée avec désinvolture, ce qui l'a rendue encore plus blessante. « Tu ne comprends vraiment pas comment fonctionne le monde, Grace », a déclaré Ethan en ajustant sa cravate dans le miroir. « Ne parle pas trop quand nous sommes dehors, ça te fait passer pour une idiote. » Grace Reed se tenait derrière lui, tenant sa veste comme elle le faisait toujours. Ses doigts se sont crispés pendant une demi-seconde, puis se sont détendus. Elle avait 30 ans, elle était calme, doucet, avait déjà appris que l'amour, lorsqu'il était mêlé à la fierté, pouvait devenir acéré sans prévenir. Elle ne dit rien, elle ne disait jamais rien. Ce silence lui avait été inculqué bien avant qu'Ethan n'entre dans sa vie. Grace avait grandi en croyant que la richesse était bruyante et la dignité silencieuse. Son père, Henry Reed, avait maintenant 58 ans. C'était un homme réservé aux yeux fatigués et à la voix douce. Pour le monde extérieur, il n'avait rien de spécial. Un veuf qui portait des vestes simples, conduisait une vieille berline et vivait modestement. Les gens supposaient qu'il avait pris une retraite anticipée, après avoir occupé un poste de cadre moyen et qu'il vivait prudemment de ses économies. Cette supposition était intentionnelle. La mère de Grace était décédée lorsque Grace avait 11 ans. Une maladie soudaine, sans drame, sans longs adieux, juste un côté du lit vide dans une maison qui semblait trop calme du jour au lendemain. Henry ne s'est jamais remarié. Au lieu de cela, il a élevé Grace seul, lui a préparé ses déjeuners, a assisté aux réunions scolaires, a assisté au récital même lorsqu'elle oubliait son texte.
Il ne parlait jamais en mal du monde, mais il lui a appris à y évoluer avec prudence. Après la mort de sa mère, Grace lui a demandé une fois pourquoi il ne vivait pas comme les autres familles, pourquoi il ne déménageait pas dans une maison plus grande, pourquoi il ne voyageait pas, alors qu'il avait clairement les moyens de vivre un peu plus largement. Henry avait souri gentiment et prononcé une phrase que Grace garderait en mémoire jusqu'à l'âge adulte. « Si les gens savent ce que tu possèdes, ils ne verront plus qui tu es. » À l'époque, elle pensait qu'il parlait des émotions. Elle ne savait pas qu'il parlait aussi de tout le reste. Il y avait des signes, bien sûr. Avec le recul, les indices étaient partout. Henry payait toujours en espèces, jamais par carte, jamais à crédit, jamais à découvert. Il conservait ses documents dans des coffres ignifugés, classés par année et non par émotion. Parfois, tard dans la nuit, Grace l'entendait au téléphone, sa voix soudainement aiguë, précise, utilisant des mots qu'elle ne comprenait pas, des pourcentages, des acquisitions, des conseils d'administration. Puis l'appel se terminait et Henry revenait dans la cuisine, souriant, lui demandant si elle voulait du thé. Lorsque Grace l'interrogea une fois, vraiment, il lui donna une règle. « Ne dis jamais à personne qui tu es vraiment, dit-il calmement. Laisse-les se dévoiler d'abord. » Cette règle a façonné toute sa vie. Grace étudiait tranquillement, travaillait sans attirer l'attention. Elle avait hérité de quelque chose de bien plus précieux que la retenue financière. À ses 25 ans, Henry lui avait transféré quelque chose sans cérémonie. Une petite société holding d'anciens actifs familiaux, tout était propre, légal, ennuyeux pour quiconque ne savait pas ce qu'il regardait. « C'est à toi », lui avait-il dit. « Pas pour dépenser, mais pour comprendre. Apprends à lire ce qui se cache derrière les chiffres, pas seulement les chiffres eux-mêmes. » Grace n'en a jamais parlé à personne, pas même à son mari. Elle a rencontré Ethan Cole à l'âge de 27 ans. Il était ambitieux, charmant, mais manquait d'assurance, ce qui le poussait à rechercher constamment la validation. Il parlait du succès comme s'il s'agissait d'oxygène, quelque chose dont il avait besoin pour survivre. Grace admirait son dynamisme et croyait en ses rêves. Elle ne se rendait pas compte qu'elle se faisait de plus en plus petite pour leur faire de la place. Au moment où ils se sont mariés, Ethan avait déjà commencé à la corriger en public. « Tu ne comprends pas la pression dans le monde des affaires », avait-il dit un jour lors d'un dîner entre amis, en riant. Le monde de Grace est plus simple, avait-il plaisanté une autre fois. Et maintenant, debout devant le miroir, il avait cessé de prétendre que c'était une blague. « Ne me fais pas honte », avait-il dit en lui prenant la veste des mains sans la remercier. Grace avait acquiescé. À l'intérieur, quelque chose avait changé, sans se briser pour autant, mais en se tordant. Plus tard dans la soirée, Grace était assise seule dans la chambre, tandis qu'Ethan faisait défiler son téléphone, souriant à des messages qu'il prétendait liés au travail. Elle avait remarqué qu'il avait incliné l'écran pour qu'elle ne puisse pas le voir. Il ne savait pas qu'elle avait remarqué que son ton changeait lorsqu'il parlait d'images, d'amélioration de l'idée et de qui allait où. Il ne savait pas non plus qu'elle avait été formée toute sa vie à observer en silence. Grace regarda la photo encadrée sur la table de chevet, le sourire de sa mère figé dans le temps, un rappel de douceur, de perte, de la force nécessaire pour endurer sans applaudissements. Elle pensa à son père Henry, assis seul dans sa modeste maison, lisant des rapports financiers dont personne ne savait qu'il contrôlait, lui posant parfois des questions anodines comme « Comment va l'entreprise d'Ethan ? Aimes-tu la façon dont ils traitent leurs employés ?» Et elle se demanda, comme souvent, pourquoi elle avait épousé un homme qui mesurait la valeur des choses à leur apparence alors qu'elle avait été élevée par quelqu'un qui cachait son pouvoir comme une arme secrète. La question resta en suspens dans la pièce, sans réponse. Grace ne le savait pas encore, mais le monde qu'elle avait soigneusement gardé à l'écart, l'amour, l'argent, la dignité, la vérité, commençaient déjà à s'entrechoquer. Et bientôt, très bientôt, ceux qui confondaient son silence avec de la faiblesse découvriraient à quel point les patients pouvaient être dangereux. Elle lissa la couverture, éteignit la lumière et choisit une fois de plus de ne pas parler. Le silence avait toujours été son armure, mais une armure, lorsqu'elle est mise à l'épreuve pendant trop longtemps, finit par devenir une lame, et l'homme qui dormait à côté d'elle était sur le point de lui donner une raison de s'en servir. « Tu me freines !» Ces mots frappèrent Grace avant qu'elle n'ait eu le temps de s'asseoir. « Père !» Ethan se tenait dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, la voix aiguë d'irritation. Il faisait les 100 pas comme si l'espace ne lui appartenait plus qu'à lui désormais. Grace se figea près de la porte.
Elle tenait dans ses mains une pile de rapports imprimés qu'elle avait passé toute la nuit à corriger pour lui. « J'ai dit que je m'en occuperais », rétorqua Ethan au téléphone. « Non, elle ne comprend pas comment ça marche. Fais-moi confiance. » Il raccrocha et se tourna enfin vers elle. « Quoi ?» demanda-t-il, déjà agacé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Grace déglutit. « J'ai fini de corriger les diapositives. Les chiffres de la page 12 étaient erronés. Les projections ne correspondaient pas au dernier trimestre. » Ethan prit les papiers sans la regarder. « Tu ne comprends pas la pression des entreprises, Grace, » dit-il avec désinvolture. « Ce n'est pas ton monde. Ce n'était pas l'insulte qui lui faisait mal. C'était la facilité avec laquelle elle lui était venue. » Grace sourit quand même. Elle le faisait toujours. Elle avait rencontré Ethan Cole 3 ans plus tôt, alors qu'il cherchait encore à obtenir sa première véritable promotion. À l'époque, son ambition semblait passionnante, presque porteuse d'espoir. Il parlait du succès comme certaines personnes parlent de leur famille, comme quelque chose qui lui était destiné, même s'il ne savait pas encore comment l'atteindre. D'autres doutaient de lui. Grace, non. Elle croyait en lui alors que ses idées étaient encore brutes et sa confiance fragile. Elle s'asseyait à ses côtés tard le soir, écoutait ses discours d'entraînement, corrigeait gentiment sa grammaire, l'aidait à s'exprimer de manière plus raffinée. Quand il trébuchait, elle ne le lui faisait pas remarquer en public. Elle le corrigeait discrètement en privé. Elle pensait que c'était ça, l'amour. Elle ne remarquait pas à quel point son soutien devenait invisible. La mère d'Ethan, Margaret Cole, remarquait tout. Margaret était une femme qui croyait que l'autorité se transmettait par héritage et non par mérite. Elle parlait doucement, mais ses mots atteignaient toujours leur cible avec le plus d'effet possible. Dès l'instant où Grace est entrée dans la famille, Margaret la jugeait non pas sur sa gentillesse, mais sur son utilité. Au cours d'un dîner familial, Grace a commis l'erreur d'expliquer un article financier qu'elle avait lu. Elle parlait calmement, clairement, avec une assurance naturelle et sans effort. Le sourire de Margaret s'est crispé. Elle n'a pas interrompu Grace. Elle a attendu. Plus tard, lorsque Grace est allée remplir les verres, Margaret s'est penchée vers son fils et lui a chuchoté juste assez fort pour qu'il l'entende. « Elle te fait paraître plus petit quand elle parle comme ça. » Margaret a dit « C'est toi qui es censé briller. Elle devrait être plus douce. » Ethan a ri, d'abord timidement, puis plus fort. Grace revint à table et sentit immédiatement le changement. L'atmosphère était plus froide. La conversation avait continué sans elle. Ce soir-là, Ethan répéta cette idée comme si c'était la sienne. « Ma mère pense que tu as trop essayé de paraître intelligente, » dit-il, allongé dans son lit, en faisant défiler son téléphone. « Tu devrais peut-être te détendre et me laisser m'occuper des choses en public. C'est mieux pour mon image. » Grace fixait le plafond. Elle ne discuta pas. Sa loyauté se manifestait par une centaine de petits sacrifices. Elle reportait ses propres projets pour qu'Ethan puisse poursuivre les siens. Elle déclinait des invitations pour qu'il ne se sente pas distrait. Elle apprit quand parler et surtout quand se taire. Chaque fois que Grace s'exprimait avec assurance, Margaret réagissait de la même manière. Un bref sursaut, puis un sourire contrôlé, comme si elle avait failli révéler quelque chose de dangereux. Grace le remarqua, mais elle n'a pas encore compris. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était que ces moments étaient collectés, examinés, reformulés et utilisés discrètement contre elle. Les promotions d'Ethan se succédèrent plus rapidement après cela. À chaque nouvelle étape, sa patience envers Grace s'amenuisait. Il commença à utiliser des expressions qu'elle reconnaissait, des expressions qui n'étaient pas les siennes à l'origine. « Ne réfléchis pas trop. Tu es trop émotive. Laisse-moi m'en occuper. » Une fois, après que Grace eut gentiment suggéré une approche différente pour résoudre un problème au travail, Ethan s'est emporté. « Arrête de parler comme si tu savais ce qu'est la pression, » a-t-il dit. « Tu restes à la maison la plupart du temps. Tu ne tiendrais pas une semaine à ma place. » La pièce est devenue silencieuse. Grace a hoché la tête, s'excusait pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. À l'intérieur, une question silencieuse se forma, puis disparut. Elle pensa à son père, puis à la présence calme d'Henry, à ses mains fermes, à sa façon de ne jamais élever la voix même lorsque les autres essayaient de le provoquer. Elle se souvint de sa règle, laisser les gens se dévoiler. Alors elle observa. Elle remarqua comment le ton d'Ethan changeait avec certaines personnes, comment il se redressait lorsqu'il parlait de statut social, comment sa frustration s'exprimait toujours vers le bas, jamais vers le haut. Et elle remarqua autre chose. Ethan ne la remerciait plus. L'aide qu'elle lui apportait était désormais considérée comme acquise, comme un meuble, utile,
mais remplaçable. Un soir, après une nouvelle nuit blanche passée à réviser, Grace tendit à Ethan un rapport soigné. Il le parcourut rapidement et sourit, non pas à elle, mais au téléphone qui s'illuminait dans sa main. « Bien, dit-il, cela devrait impressionner les bonnes personnes. » Grace attendit. « Autre chose ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle doucement. Alors qu'elle s'éloignait, les paroles de Margaret lui revinrent à l'esprit. Grace n'avait rien qui lui appartenait. Grace avait tout ce qui lui appartenait. On lui avait simplement appris à ne jamais le montrer, et cela, plus que toute insulte, allait devenir leur plus grande erreur. L'instant d'après, le téléphone d'Ethan vibra à nouveau. Il se détourna pour répondre, sans se douter qu'une nouvelle personne était sur le point d'entrer dans leur vie. Une personne qui allait transformer son désir de statut social en quelque chose de bien plus dangereux. Grace sut que quelque chose n'allait pas dès qu'elle entra dans la pièce. Les rires étaient plus forts que nécessaire. Trop aigus, trop forcés. Les conversations s'interrompirent pendant une demi-seconde lorsqu'elle entra, puis reprirent avec une vivacité exagérée. Grace le ressentit dans sa poitrine avant de le comprendre avec son esprit. Le sentiment d'entrer dans un espace qui avait déjà décidé qu'elle n'y avait pas sa place. Le dîner d'entreprise était destiné à célébrer la récente promotion d'Ethan et le nouveau projet que son équipe avait décroché. Une longue table, un éclairage tamisé, des collègues habillés pour impressionner. Les conjoints et partenaires étaient invités, c'est pourquoi Margaret Cole s'était sentie justifiée de venir également pour soutenir son fils. Grace avait choisi une robe simple, soignée et discrète, comme elle le faisait toujours. Elle tendit la main vers la chaise à côté de son mari, mais quelqu'un d'autre était déjà assis là. La femme leva lentement les yeux, avec un sourire confiant et sans complexe. Elle avait une trentaine d'années, était raffinée, vive, habillée d'une manière qui attirait l'attention sans demander la permission. Sa posture revendiquait l'espace avant même que ses mots ne le fassent. « Oh !» dit la femme d'un ton léger, jetant un coup d'œil à Grace, comme si elle la remarquait pour la première fois. « Je pensais que cette place était libre. Ethan m'a dit qu'il n'était pas sûr que vous arriviez à l'heure. » Dassé Sadipta. Grace marqua une pause. Elle regarda Ethan. Il ne bougea pas, ne dit rien, ne corrigea rien. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. La femme se leva juste assez pour tendre une main manucurée vers Ethan d'abord, puis vers Grace. « Lydia Blake, dit-elle, je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de direction. Ethan et moi collaborons beaucoup ces derniers temps. » Son regard se posa sur Grace, l'évaluant, la jugeant. Puis, il revint sur Ethan. Grace hocha poliment la tête. Grace, sa femme. Le sourire de Lydia ne changea pas, mais quelque chose de froid passa dans son regard, comme si elle venait de confirmer un détail dans un dossier. Margaret Cole, assise quelques places plus loin, observa l'échange avec intérêt, sans inquiétude, les lèvres légèrement relevées, son approbation dissimulée sous un air calme. « Je vous en prie, » dit Margaret d'un ton suave à Lydia. « Restez où vous êtes. Grace peut s'asseoir où elle veut. » Ce n'était pas une invitation, mais un renvoi. Grace prit place de l'autre côté de la table, croisant les mains sur ses genoux. Elle sentit immédiatement le changement subtil, comme si l'on avait réarrangé les meubles sans lui demander son avis. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Lydia devint naturellement le centre de l'attention. Elle riait au bon moment, complimentait les bonnes personnes, touchait le bras d'Ethan juste assez pour paraître familière sans franchir une limite évidente en public. Chaque mouvement semblait étudié, comme celui de quelqu'un qui comprend les pièces et sait comment les dominer. Grace remarqua également autre chose. Avant chaque remarque acerbe, chaque pique subtile, Lydia jetait toujours un coup d'œil à Ethan, comme pour vérifier jusqu'où elle pouvait aller. La conversation porta sur les parcours professionnels. « J'ai toujours pensé que l'éducation devait être stratégique », a déclaré Lydia en faisant tourner son verre. « On étudie ce qui nous fait avancer, pas seulement ce qui nous met à l'aise. » Son regard s'est posé sur Grace. « Pour réussir, » a poursuivi Lydia avec un petit rire, « il faut connaître le système. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en lisant des articles au hasard chez soi, n'est-ce pas ?» Le silence s'est installé à table. Grace a senti que ces mots ne s'adressaient pas seulement à elle, mais à tout le monde autour d'elle. Les gens se sont agités. Quelqu'un a toussé.
Personne ne parlait. Ethan sourit faiblement et baissa les yeux vers son verre. Margaret hocha légèrement la tête en signe d'approbation. Grace sentit son visage s'échauffer, mais elle garda une voix calme. « Je pense que l'apprentissage ne s'arrête jamais, » dit-elle simplement. « Il est juste différent pour chacun. » Lydia pencha la tête, amusée. « Comme c'est mignon, » répondit-elle. « C'est une façon de voir les choses. » Le mot « mignon » ne signifiait pas ce qu'il semblait signifier. Grace s'excusa pour aller aux toilettes quelques minutes plus tard. Elle se tint devant le lavabo, les mains appuyées contre le comptoir, respirant lentement. Elle n'était pas encore en colère. Elle était alerte. Elle se souvenait de la voix de son père. « Laisse-les se dévoiler d'abord. » Et Lydia en dévoilait beaucoup. Lorsque Grace revint, elle remarqua que Lydia s'était rapprochée d'Ethan. Leurs épaules se touchaient presque. Leur conversation était devenue privée. Margaret les observait comme un échiquier, les yeux brillants de satisfaction. Grace s'assit tranquillement et écouta les silences, ces moments où son nom n'était jamais mentionné. Plus tard, alors que le dessert était servi, Lydia se leva pour porter un toast léger. « À la croissance », dit-elle, « à l'ambition, et à savoir quand s'effacer pour laisser les autres briller. » Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur Grace. Ethan leva son verre. Grace ne le fit pas. Elle regarda plutôt son mari. Elle le regarda vraiment. Cet homme qui avait autrefois eu besoin de sa confiance pour survivre et qui maintenant ne semblait même pas remarquer qu'elle était en train d'être écartée de sa vie sous ses yeux, ou pire, qui le remarquait et le permettait. Sur le chemin du retour, Ethan était inhabituellement silencieux. Grace rompit doucement le silence. « Qui est vraiment Lydia ?» Ethan serra les mâchoires. « Elle est importante, » dit-il. « Et elle a de l'influence sur des gens plus haut placés que moi. Tu devrais faire attention à la façon dont tu te comportes avec des gens comme elle. Ils remarquent tout, les gens comme elle. » Grace acquiesça d'un signe de tête. Elle avait appris depuis longtemps que les questions posées trop tôt étaient ignorées. Les réponses ne venaient que lorsque les patients les forçaient à sortir. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de la ville se confondant. Quelque chose avait changé ce soir-là. Elle le sentait profondément, le passage du malaise au danger. Lydia n'était pas seulement une collègue, elle était un test, et Ethan l'avait déjà raté. Alors que la voiture s'engageait dans leur allée, le téléphone de Grace vibra doucement dans son sac. Une notification qu'elle n'avait pas encore consultée provenant de l'application bancaire qu'elle surveillait par habitude. Elle entra dans la maison, l'air calme, les mouvements mesurés. Doucement, presque pour elle-même, elle pensa « Il ne s'agit plus d'ambition, il s'agit de remplacement. » Et quelque part derrière elle, invisible, mais déjà en mouvement, la prochaine étape de la cruauté commençait à prendre forme. Enlever cette chaise. L'ordre traversa la pièce comme une lame. Grace se figea en plein mouvement, les mains toujours suspendues près du dossier de la chaise qu'elle avait toujours occupé lors des réunions de famille. Les voix se turent. Les assiettes cessèrent de tinter. Tous les regards se tournèrent vers Margaret Cole, la mère d'Ethan, assise en bout de table comme un juge qui avait déjà rendu son verdict. « Nous allons mettre Lydia là, » dit Margaret calmement au personnel de maison. « Elle doit s'asseoir à côté de mon fils. Ils ont des choses importantes à discuter concernant son avenir. » Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis, Lydia Blake sourit lentement, délibérément, et se glissa sans hésitation dans la chaise une fois qu'elle fut placée plus près d'Ethan. Elle lissa sa robe, leva les yeux vers lui et lui lança un regard qui ne posait qu'une seule question. « Vas-tu mettre fin à tout ça ?» Ethan ne le fit pas. Il ne regarda même pas Grace. « Ne fais pas de scène, » marmonna-t-il. Assez bas pour que cela semble privé, assez fort pour blesser. Il y a des invités ici. L'humiliation n'était pas bruyante. Elle était chirurgicale. Grace avait 30 ans, elle était mariée, c'était une femme adulte. Et à ce moment-là, elle était repoussée à l'extrémité de la table de sa propre famille. Elle recula, se plaçant près du buffet où se tenait le personnel, les mains soigneusement jointes devant elle. Il y avait encore des places disponibles plus loin sur la table, mais le regard de Margaret la suivait comme un avertissement. « Reste à ta place. » Grace sentit son visage s'empourprer, mais elle garda une posture ferme. De l'autre côté de la table, les frères et sœurs d'Ethan observaient en silence.
Daniel Cole, le frère aîné, était penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, le visage impassible. Rachel Cole, la sœur cadette, jeta un regard à Grace, puis détourna rapidement les yeux, préférant le confort au courage. Les amis de la famille suivirent leur exemple. Personne ne s'opposa. Personne ne prit la parole. Personne ne lui avança une chaise. Le silence devint une décision collective. Margaret leva son verre. « Bon, dit-elle d'un ton léger. Mangeons. » Le dîner se poursuivit comme si de rien n'était. Lydia riait facilement, racontant des anecdotes sur son travail, sur son influence et sur le fait d'être vue par les cadres supérieurs. Elle qualifiait les réalisations d'Ethan de progrès communs, sa main effleurant souvent sa manche pour affirmer leur intimité. Grace écoutait. Elle remarqua à quel point Lydia appréciait les pauses, ces moments où ses paroles faisaient leur effet et où tout le monde attendait de voir qui allait répondre. Elle remarqua à quel point Margaret observait Lydia avec approbation, comme si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait les règles du contrôle. Lorsque Grace changea de position, Lydia lui jeta un coup d'œil. « Oh !» dit Lydia d'un ton doux. « Tu as l'air fatiguée, Grace. Tu devrais t'asseoir quelque part. Ces longs dîners peuvent être pénibles quand on n'est pas habitué à ce genre d'environnement. » Quelques personnes rirent nerveusement. Grace sourit poliment. Elle se souvint de la leçon de son père. Laissez-les se dévoiler, et c'est exactement ce qu'il faisait. Plus tard dans la soirée, Grace sortit brièvement pour prendre l'air. La nuit était fraîche. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit son téléphone. Une notification attira son attention. Fonds insuffisants, transactions refusées. Elle fronça les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Grace utilisait rarement le compte joint, mais elle connaissait le solde. Elle le vérifiait chaque semaine discrètement, par habitude, comme Henry le lui avait appris. Il y avait quelques jours, il était encore largement suffisant. Elle réessaya avec un paiement test moins important, mais celui-ci fut également refusé. À l'intérieur, les rires de Lydia résonnaient à travers la porte ouverte. Grace prit une lente inspiration et retourna à table. Sur le chemin du retour, Ethan était à nouveau silencieux, le même silence qui était devenu son bouclier. Ils s'arrêtèrent dans un petit magasin pour faire quelques courses avant de rentrer à la maison. Grace mit quelques produits de base dans le panier. Rien d'extravagant, juste ce dont ils avaient besoin. À la caisse, elle tendit sa carte. La machine émit un bip, refusé. La caissière eut l'air désolée. Les personnes derrière eux s'impatientaient. Grace sentit sa poitrine se serrer. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Lydia, qui avait insisté pour les accompagner sous prétexte de discuter des plans du lendemain, se pencha vers elle et lui murmura d'une voix basse et précise. « Les comptes joints peuvent être délicats, murmura-t-elle, les lèvres à peine remuées, surtout quand une seule personne apporte tout l'argent. » Ethan ne dit rien. Il fit semblant de faire défiler son téléphone. Grace a réglé l'achat avec l'argent liquide qu'elle gardait caché dans son sac, une habitude que son père lui avait enseignée sans jamais lui expliquer clairement pourquoi elle pourrait en avoir besoin. En sortant, elle a jeté un coup d'œil à l'écran d'Ethan pendant 1 seconde. Lydia Blake pincha, nouveau message constant. Ce soir-là, pendant qu'Ethan prenait sa douche, Grace s'est assise seule à la table de la cuisine. Elle a rouvert l'application bancaire, cette fois lentement, avec précaution. Des virements qu'elle ne reconnaissait pas. De petits montants au début, puis des montants plus importants, tous autorisés par Ethan, tous vers le même compte externe. Le nom du titulaire du compte était partiellement masqué, mais les initiales suffisaient. LB Grace ne paniqua pas. Elle documenta tout. Date, heure, montant, capture d'écran. Elle se souvint des paroles de son père. Note tout. Depuis le couloir, elle entendit la voix d'Ethan prendre un ton qu'elle ne reconnaissait plus. « Oui, dit-il doucement au téléphone. C'est réglé. Elle ne vérifie pas. Ne t'inquiète pas. » Grace ferma l'application. Elle regarda autour d'elle. Le mur qu'elle avait décoré, l'espace qu'elle avait rendu sûr devenait lentement hostile. Quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus de la négligence. C'était intentionnel. Avant de se coucher, Grace aperçut son reflet dans le miroir. Elle semblait plus petite, non pas physiquement, mais comme si le monde autour d'elle essayait de la rapetisser. Elle redressa les épaules. Elle pensa à sa mère, à la façon dont elle avait été discrètement écartée, dont on se souvenait d'elle avec douceur, mais toujours sous-estimée, et elle sentit quelque chose s'installer en elle. Pas de la rage, mais de la détermination.
Grace ne savait pas encore où cette cruauté l'amènerait, mais elle sentait qu'elle se dirigeait vers quelque chose de sacré, de définitif. Alors qu'elle éteignait la lumière, son téléphone vibra à nouveau, un aperçu de message provenant d'un numéro inconnu qu'elle n'ouvrit pas. Elle posa le téléphone face vers le bas, et quelque part, dans un lieu destiné au silence et au respect, des mots étaient déjà en train d'être affûtés pour sa prochaine humiliation. « Pourquoi sommes-nous ici ?» La voix d'Ethan brisa le silence avant que Grace n'ait pu s'agenouiller. Le cimetière était calme, vaste et ouvert, le genre d'endroit où le son porte plus loin que prévu. La visite avait été insérée entre une réunion importante d'Ethan et un brunch auquel il avait promis d'assister avec Lydia et quelques collègues. Il avait insisté pour qu'ils viennent tous dans une seule voiture afin de gagner du temps. Grace resta immobile un instant, les doigts serrés autour du petit bouquet qu'elle s'était acheté. Personne d'autre n'avait pensé à apporter des fleurs. Elle avait 30 ans, debout devant la tombe de sa mère avec son mari, sa belle-mère et son collègue derrière elle, et elle se sentait déjà exposée. « C'est important pour moi, » dit Grace doucement. « C'est l'anniversaire. » Ethan soupira, le son lourd d'irritation. « Tu en fais encore trop. On n'a pas toute la journée. » Grace l'ignora et s'agenouilla. L'herbe était humide et trempait le tissu de sa robe. Elle déposa les fleurs avec soin, lentement, respectueusement. C'était le seul endroit où elle s'autorisait à être vulnérable. Le nom de sa mère était gravé dans la pierre, simple, net, honnête. Grace baissa la tête. Pendant un instant, la paix régna. Puis Lydia éclata de rire. Ce n'était pas un rire bruyant. Au premier abord, il ne semblait pas cruel. C'était le genre de petit rire surpris que les gens poussent lorsqu'ils voient quelque chose qui ne leur tient pas à cœur. « C'était donc ici que tu venais quand tu étais petite ?» demanda Lydia Blake en s'approchant dans ses talons aiguilles. « C'est calme, » dit-elle en regardant la tombe, puis Grace, la tête baissée. « Je le dis toujours, » ajouta Lydia d'un ton léger. Quand les femmes ne reçoivent pas une véritable éducation ou des conseils, elles ne font que répéter la même petite vie, les mêmes choix, les mêmes limites, élevant des versions encore moins éduquées d'elles-mêmes. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Grace raidit les épaules, mais ne se retourna pas. Derrière Lydia, Margaret Cole se tenait les mains jointes, le visage impassible. Elle n'intervint pas, elle ne le faisait jamais. Ethan eut un petit rire sans joie. « Elle n'a jamais rien appris d'utile, » dit Ethan en secouant la tête. « Tu le sais, n'est-ce pas? Complètement préparée au monde réel, juste émotionnelle, juste là. » Grace retint son souffle. Ethan fit un pas vers la pierre tombale, comme s'il avait le droit d'être là. Elle n'était rien. « Grace, » continua-t-il, d'une voix plus ferme, presque impatiente. « Ta mère a passé sa vie dans ce petit cercle, et tu fais de même. Vous n'avez pas d'éducation. C'est pourquoi tu ne comprendras jamais comment fonctionne le monde. » Le mot « sans éducation » eut encore plus d'impact cette fois-ci, car il venait de l'homme qui avait autrefois prétendu l'aimer. Dans la poche intérieure de son manteau, le téléphone de Grace était déjà en train d'enregistrer. Elle l'avait allumé discrètement dans la voiture, par habitude, comme elle l'avait fait pour prendre des captures d'écran des virements bancaires. Elle n'avait pas prévu ces mots exacts, mais elle connaissait désormais le schéma et savait que lorsqu'il était avec sa mère et Lydia, sa cruauté devenait plus audacieuse. Elle ne l'annonça pas. Elle ne les confronta pas. Elle ne discuta pas. Elle écoutait, elle documentait. Elle se souvenait de la voix de son père, aussi claire que s'il se tenait à côté d'elle. Quand ils te montrent qui ils sont, crois-les, puis note-le. Grace leva lentement la tête. Elle regarda la pierre, le nom de sa mère, cette femme qui avait travaillé discrètement, fait d'innombrables sacrifices et n'avait jamais demandé à être reconnue. Margaret prit enfin la parole. « On ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais eu, » dit-elle calmement. « C'est la réalité. Certaines femmes n'en ont tout simplement pas la capacité. » Grace se leva. Ses genoux tremblaient, mais ses mains étaient fermes. Lydia s'approcha à nouveau, encouragée par l'approbation d'Ethan. « Honnêtement, dit-elle en baissant la voix, tout le monde n'est pas destiné à faire partie de certains cercles.
Tu devrais être reconnaissante qu'Ethan t'ait permis de vivre confortablement pendant tout ce temps. » Grace la regarda dans les yeux. Lydia hésita un instant, non pas parce que Grace semblait en colère, mais parce qu'elle ne semblait pas brisée. Elle semblait observatrice. Margaret s'éclaircit la gorge. « Allons-y, nous allons être en retard. Il n'y a plus rien à faire ici. Plus rien. » Grace jeta un dernier regard vers la tombe. Elle se pencha une nouvelle fois et essuya délicatement la poussière sur la pierre. Cette fois, elle ne s'adressait pas à elle, mais à elle-même. « Je te vois » murmura-t-elle. Puis elle se redressa, se retourna et passa devant elle sans un mot. Ethan ricana. « Tu vois ? Elle en fait encore trop. » Grace ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Pendant le trajet du retour, personne ne parla. Lydia vérifia son reflet dans le rétroviseur, satisfaite. Margaret regardait par la fenêtre, réécrivant déjà l'histoire dans sa tête. Grace était instable, émotive, ingrate. Ethan faisait défiler son téléphone, vérifiant ses messages professionnels et ignorant la façon dont sa femme était assise, appuyée contre la portière de la voiture. Grace était assise en silence sur la banquette arrière. Son téléphone vibra une fois pour lui signaler que l'enregistrement avait été sauvegardé et transféré automatiquement sur le cloud. Elle ne le consulta pas tout de suite. Elle savait ce qu'il contenait, des insultes, des aveux, du mépris exprimé sans retenue. La vérité. Grace ferma les yeux et prit une lente inspiration. Ce n'était pas la fin de sa patience, c'était la fin de ses doutes. Elle avait passé des années à se demander si elle était trop calme, trop douce, trop invisible. Debout devant la tombe de sa mère, écoutant les personnes les plus proches d'elle la dépouiller de sa dignité, Grace comprit enfin clairement quelque chose. Ils n'étaient pas puissants, ils étaient négligents. Et les personnes négligentes laissaient toujours des preuves derrière elles. Alors que la voiture s'engageait sur la route, Grace sentit quelque chose changer, non pas en elle, mais autour d'elle, comme le sentiment qu'elle n'était plus seule dans cette situation, que quelque part, dans l'ombre, quelqu'un avait déjà remarqué ce qui s'était passé sur la tombe, et que son silence, celui qu'elle avait maîtrisé toute sa vie, était sur le point de devenir très, très bruyant. Gray cessa de réagir. Ce fut la première chose qu'ils remarquèrent. Pas de larmes, pas de disputes, pas de questions. Après le cimetière, elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, calme, polie, distante. Elle continuait à cuisiner, à nettoyer, à répondre quand on lui parlait. Mais la chaleur avait disparu. Ethan interpréta cela comme un signe de capitulation. Lydia interpréta cela comme de la peur. Margaret interpréta cela comme une défaite. Il se trompait. Grace Reed était simplement devenue silencieuse, comme son père lui avait appris à le faire, comme le font les gens lorsqu'ils se préparent. Elle ne confronta pas Ethan au sujet des insultes proférées sur la tombe. Elle ne demanda pas pourquoi sa carte avait été refusée. Elle ne mentionna plus le mot « inculte ». Au lieu de cela, elle commença à se détacher émotionnellement, puis concrètement. Elle ouvrit un petit carnet qu'elle avait gardé caché au fond d'un tiroir, vierge jusqu'à présent. Sur la première page, elle écrivit la date de la visite au cimetière. En dessous, un seul mot, preuve. Grace se souvenait clairement de la voix de son père, calme et sans crainte. Ne mélange jamais l'argent destiné à la survie avec les comptes communs. Il y a des années, Henry Reed l'avait discrètement aidé à mettre de côté un petit fonds d'urgence à son nom. Rien de spectaculaire, rien de tape à l'œil, juste assez pour déménager si jamais le sol se dérobait sous ses pieds. C'était cet argent qu'elle utilisait maintenant. 2 jours plus tard, Grace était assise dans un bureau discret au-dessus d'une pharmacie, le genre d'endroit que l'on ne trouve que si l'on sait où chercher. En face d'elle était assis Caleb Morris, un enquêteur indépendant d'une 40aine d'années. Pas de trench coat spectaculaire, pas de mise en scène digne d'un film, juste un ordinateur portable, un bloc-notes et les yeux fatigués d'un homme qui en avait vu plus que ce que les gens pensaient. « Mon travail, dit-il simplement, consiste à confirmer ce qui semble déjà anormal. » Grace acquiesça. « Je ne cherche pas à me venger, dit-elle. J'ai besoin de faits. J'ai besoin de savoir que je n'imagine pas tout cela. » Caleb acquiesça d'un signe de tête. « Alors, commençons par ce à quoi vous pouvez légalement me donner accès. » Elle signa les autorisations pour les relevés bancaires, ses propres relevés téléphoniques et tous les comptes où son nom apparaissait. Elle fit glisser ses captures d'écran sur le bureau.
Virement, changement de solde, refus de carte. Caleb les examina en silence. « Bien, dit-il doucement. Vous avez déjà fait la moitié de mon travail. » Les premiers relevés arrivèrent en quelques jours, des retraits sur un compte joint. De petits montants au début, puis des montants plus importants. Tous remontaient à une seule destination et à un compte lié à Lydia Blake. « Il n'a pas tout pris d'un coup, » expliqua Caleb en tapotant les relevés. « Il a échelonné ses retraits. C'est ce que font les gens quand ils ne veulent pas encore de questions. » Grace nota tout. Les dates, les montants, les schémas. Elle n'était pas choquée. Elle était soulagée. Ces preuves signifiaient qu'elle n'était pas folle. Vinrent ensuite les emails. Grâce à une demande officielle et à la plainte écrite de Grace, Caleb entra en contact avec une personne du service conformité de l'entreprise, une femme nommée Elena Shaw. Elena, petite et au regard perçant, les rejoignit un après-midi, posant son ordinateur portable professionnel sur la table comme un témoin. « En interne, dit Elena, voici comment vous avez été décrite. » Elle tourna l'écran vers Grace. Elle est émotionnellement instable. Elle le distrait de son travail. Je crains qu'elle ne devienne un obstacle à sa concentration. Tout cela venait de Lydia. Tout avait été envoyé peu avant ou après les événements dont Grace se souvenait clairement. Grace reconnut immédiatement le langage utilisé. Professionnel, poli, venimeux. Elle constituait un dossier, dit Caleb, au cas où elle aurait besoin de justifier son renvoi. Grace ferma brièvement les yeux. Elle se souvenait des hochements de tête approbateurs de Margaret, du timing des sourires de Lydia, de la façon dont Ethan avait commencé à répéter des phrases qui n'étaient pas les siennes. Ce n'était pas impulsif, c'était coordonné. Une semaine plus tard, Elena arriva avec quelque chose de plus lourd. Des images de vidéosurveillance, horodatées, claires. La vidéo montrait Lydia seule au bureau tard dans la soirée. Elle se tenait près d'une poubelle métallique, une enveloppe à la main. La caméra avait capturé les détails. Le nom de Grace y figurait. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats réputé. Elena mit la vidéo en pause. « Cette lettre a été envoyée à l'adresse professionnelle de votre mari », expliqua-t-elle. « Elle aurait dû vous être transmise. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée entre ses mains. » Ils regardèrent Lydia ouvrir l'enveloppe, en parcourir le contenu, puis allumer une allumette et jeter les papiers dans la poubelle. Les flammes montèrent, consumèrent les pages, puis s'éteignirent. Lydia regardait, le visage impassible. Caleb jeta un coup d'œil à Grace. « Nous avons retrouvé ce qui avait été brûlé. Le cabinet conserve des copies numériques. » Il lui tendit un document imprimé. Il provenait d'un cabinet d'avocats représentant une société holding. Pas n'importe quelle société holding. Care Holding Company, celle qu'Henry avait mise à son nom à l'âge de 25 ans. La lettre l'informait que, par l'intermédiaire de cette entité, elle détenait désormais un petit mais réel bloc d'actions dans la société même pour laquelle Ethan travaillait et l'invitait à s'enregistrer directement en tant qu'actionnaire bénéficiaire. Le timing correspond au moment où votre père a renforcé sa position, ajouta Caleb. Une fois que ses participations ont dépassé un certain seuil, ils ont été obligés de vous inscrire officiellement dans cette structure. Si vous aviez vu cela, dit Caleb, tu aurais su que tu n'étais pas seulement une épouse, tu étais une partie prenante. Les doigts de Grace se crispèrent sur la page, alors elle la détruisit. Dit Grace doucement. Pour être sûre de rester discrète, elle ne pleura pas. Elle posa une question. Les images sont-elles suffisamment nettes pour l'identifier ? Très, répondit Elena. Grace ajouta une autre page au cahier. Destruction de documents courriers juridiques. Motif. Cacher le statut d'actionnaire. La dernière pièce pour l'instant venait d'Elena. Dossiers internes des ressources humaines. Plainte déposée par Lydia concernant l'ingérence de Grace. Toutes soumises dans les minutes ou les heures qui ont suivi des échanges privés entre Lydia et Margaret lors d'événements sociaux. Les horodatages sont importants. Elena a dit que cela montrait l'intention. Il ne s'agit pas de toi qui perds ton sang-froid. Il s'agit d'eux qui construisent une version de toi. Grace comprenait cela mieux que quiconque. À la maison, Ethan devenait agité. « Tu es silencieuse », lui a-t-il dit un soir en l'observant attentivement. « À quoi penses-tu » Grace a esquissé un sourire. « J'écoute, c'est tout. » Lydia envoyait plus souvent des SMS.
Margaret appelait plus souvent. Il sentait que quelque chose était en train de changer, même s'il ne savait pas quoi. Le silence les perturbait. Grace continuait à documenter, à sauvegarder, à organiser. Elle n'était plus en colère, elle était prête. Ce soir-là, alors qu'elle fermait son ordinateur portable, son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un message provenant d'un numéro inconnu. « Madame Cole, je m'appelle Michael Grant. Je suis le PDG par intérim de l'entreprise où travaille votre mari. J'ai vu une partie de ce que vous avez rassemblé. Nous devrions discuter. » Grace fixa l'écran. Elle ne répondit pas encore, car elle savait que les preuves n'avaient d'importance que si une personne influente était prête à agir. Et quelque part, au-dessus du niveau hiérarchique de son mari, le pouvoir était déjà en mouvement. La décision avait été prise bien avant le cimetière. Des mois avant que Grace n'appuie sur le bouton d'enregistrement dans la poche de son manteau, Henry Reed était assis seul dans une salle de conférence calme, les mains soigneusement posées sur la table. À 60 ans, il avait le calme d'un homme qui avait vu les marchés monter et descendre, les égos grandir et s'effondrer. En apparence, il avait l'air ordinaire, avec son costume simple, pas de montre qui trahissait son statut, pas d'entourage. Mais les documents devant lui racontaient une autre histoire. Ils racontaient l'histoire de la propriété. Sur le papier, Henry était un veuf à la retraite. En réalité, il était la force qui contrôlait un réseau de holdings et de fonds qui évoluait discrètement dans les industries comme une ombre. Il avait construit toute sa vie autour d'un seul principe. Si les gens ne savent pas ce que vous possédez, ils vous montreront qui ils sont. Il appliquait ce principe à son argent sans jamais le dire ouvertement aux personnes qui entouraient sa fille. Henry ne s'était jamais immiscé dans le mariage de Grace. Elle lui rendait visite le week-end, l'appelait souvent. Elle parlait de l'ambition d'Ethan, de ses longues heures de travail, de son réseau. Elle ne se plaignait jamais, elle le défendait toujours. Mais Henry écoutait ce qu'elle ne disait pas. Ses pauses étaient plus longues. Son rire semblait parfois forcé. Son regard se détournait lorsqu'il lui demandait « Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu respecté ?» Elle répondait toujours « Je vais bien ». Henry la croyait. Il ne croyait pas Ethan. Lorsqu'il s'était intéressé pour la première fois à l'entreprise pour laquelle Ethan travaillait, il n'avait pas l'intention de faire autre chose que de comprendre où son gendre passait son temps. L'entreprise n'était pas petite, elle était de taille moyenne, rentable et fière de sa croissance. Ses actions étaient réparties entre des fonds, des fiducies et des investisseurs individuels qui se croyaient bien informés. Henry comprenait mieux que quiconque ce genre de système. Grâce à des participations à plusieurs niveaux, légales, discrètes et précises, il a commencé à acquérir des actions. Pas toutes en même temps. Pas d'une manière qui aurait pu éveiller les soupçons. Lentement, méthodiquement. En quelques semaines, il détenait une participation majoritaire effective. Personne ne l'a remarqué. Personne ne l'a jamais remarqué jusqu'à ce qu'il le veuille. La première réunion du conseil d'administration à laquelle il a assisté en tant qu'actionnaire majoritaire s'est déroulée sans incident, en apparence. Les membres du conseil d'administration sont arrivés en s'attendant à une nouvelle discussion de routine, à des prévisions, à des projections, à quelques questions sur la culture auxquelles ils n'avaient pas l'intention de répondre honnêtement. Au lieu de cela, ils lui ont été présentés. « Voici Henry Reed », a annoncé le PDG par intérim. « Il représente désormais la participation majoritaire dans notre organisation », ont murmuré les membres du conseil. Henry s'est levé, a hoché la tête une fois, puis s'est rassis. « Je ne suis pas ici pour m'immiscer dans vos activités quotidiennes », a-t-il déclaré d'un ton calme. « Je suis ici pour comprendre quel type d'entreprise mon argent soutient. » L'un des membres du conseil s'est éclairci la gorge. Comprendre dans quel sens ? Henry a soutenu son regard sans ciller. Au sens de la culture, répondit-il, des schémas, des comportements, de ceux qui sont réduits au silence, de ceux qui sont protégés. Personne ne contesta. Ils ajustèrent simplement leur cravate et espérèrent ne pas être le problème. Après la réunion, le PDG par intérim, Michael Grant, un dirigeant chevronné spécialement recruté pour des transitions comme celle-ci, suivit Henry dans un bureau plus petit. « La plupart des gens dans votre position veulent des changements sur une liste », dit Michael avec prudence. « Des réductions de coûts, de nouveaux marchés, ce genre de choses. » Henry regarda par la fenêtre, les mains jointes derrière le dos.
Les changements imposés trop tôt cachent la vérité, dit-il. Je n'ai pas besoin de résultats rapides. J'ai besoin d'honnêteté. Michael hésita. À propos de quoi exactement? Henry se retourna. Les gens se détruisent eux-mêmes lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe, répondit-il. J'aimerais voir qui fait quoi quand ils croient que le système les protège. Michael comprit. Il ne s'agissait donc pas d'une prise de contrôle hostile. C'était une évaluation de caractère. Au cours des mois suivants, Henry observa tranquillement à distance. Il lut des rapports, examina les plaintes internes, nota quels cadres parlaient d'éthique et lesquels ne parlaient que d'images. Il remarqua qu'un nom apparaissait plus que les autres dans les résumés des escalades de niveau intermédiaire. Ethan Cole, ambitieux, en pleine ascension, loué pour son dynamisme, parfois signalé pour son style interpersonnel sévère. Et un autre nom. Souvent à côté du sien, Lydia Blake, vive, politique, fréquemment mise en copie des plaintes concernant les autres, jamais des plaintes la concernant. Henry ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils, il se contentait de documenter. Lorsque le nom de Grace est apparu pour la première fois dans un incident interne enregistré, non pas en tant qu'employé mais en tant que personne décrite dans le langage des ressources humaines, elle n'a jamais vu que Michael l'avait signalé. Il a envoyé un résumé à Henry. Henry l'a lu une fois. Une épouse présentée comme instable. Une dépendance et un contrôle financier systématique. Une collègue et détruisant le courrier juridique qui lui était destiné. Le message de Michael était simple. Je pense que cela touche à ta vie personnelle. Henry s'est penché en arrière sur sa chaise et a expiré lentement. Il ne ressentait aucun choc. Il ressentait une confirmation. « Que veux-tu que je fasse ?» a demandé Michael lors de leur appel suivant. « Suis la procédure », a répondu Henry. « Mais ne protège pas les titres. Protège la vérité. Même s'il s'agit de ton gendre ?» demanda Michael avec précaution. La voix d'Henry ne changea pas, surtout à ce moment-là. Quand Elena lui transmit les preuves compilées, virements bancaires, emails, images de vidéosurveillance, Michael les lut attentivement, puis envoya un message à Grace. « J'ai vu une partie de ce que tu as rassemblé. Nous devrions en parler. » Il ne mentionna pas Henry. Il ne mentionna pas la participation majoritaire. Grace ne répondit pas immédiatement, mais elle ne le bloqua pas non plus. Cela suffisait. Michael tint Henry informé, non pas des détails émotionnels, mais des faits. « Elle est méthodique, » dit Michael. « Prudente. Elle ne fait pas d'accusations extravagantes. Tout ce qu'elle affirme est étayé par des preuves. » Henry ferma brièvement les yeux, imaginant la petite fille qui s'asseyait à la table de sa cuisine pour classer ses devoirs par matière. « Elle l'a toujours été, » murmura-t-il. L'épreuve se confirmant, Michael proposa la prochaine étape. « Nous pouvons régler cela discrètement par le biais des ressources humaines, dit-il. Ou nous pouvons l'aborder officiellement devant la direction. Les deux options sont risquées à leur manière. » Henry réfléchit longuement. « Il ne s'agit pas seulement de son mariage, dit-il finalement. Il s'agit du type de personnes qui dirigent cette entreprise. S'ils traitent leur propre conjoint de cette manière, lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe, que pensez-vous qu'ils feront à des personnes moins influentes ?» Michael acquiesça. « Alors nous les confrontons, dit-il, dans un cadre où ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savaient pas. » Henry était d'accord. Il ne voulait pas de spectacle. Il voulait un dossier. Alors qu'Henry terminait l'appel, son téléphone vibra pour signaler un message non lu, une photo que Grace avait envoyée plus tôt, montrant un simple bouquet sur une tombe. Aucun contexte, juste une pierre, des fleurs, de l'herbe. Il la regarda longuement. Puis il murmura, sans s'adresser à personne en particulier. « Très bien. » Le lendemain matin, une convocation à une réunion urgente fut envoyée aux principaux membres du personnel et Ethan Cole, qui croyait toujours que l'entreprise était son chemin vers le pouvoir, vérifia son agenda et sourit. Tous les membres de la direction et les responsables des opérations clés devaient se rendre dans la salle de conférence principale. Le message frappa le téléphone d'Ethan comme un coup de poing. Une réunion d'urgence. Pas d'ordre du jour, pas d'explication. C'est probablement à propos de l'expansion, dit Ethan en ajustant sa veste. Il jeta un coup d'œil à Lydia. Reste près de moi. Ça fera bonne impression si on y va ensemble. Lydia lissa son chemisier et glissa légèrement sa main sur son bras. Toujours, dit-elle. Ailleurs dans la ville, le téléphone de Grace s'alluma pour signaler l'arrivée d'un autre email.
Madame Grace Cole Reed, en tant qu'actionnaire enregistrée auprès de Reed Holdings et plaignante dans le cadre d'un examen éthique interne, vous êtes invitée à assister à la réunion de direction d'aujourd'hui. Votre présence est requise en tant qu'observatrice et brièvement en tant que témoin. Michael Grant, PDG par intérim. Elle relut le message 2 fois. Actionnaire, observatrice, témoin. Elle ferma les yeux un instant, puis s'habilla. Elle savait qu'il n'était pas normal pour un conjoint d'être présent dans une telle salle. Mais en tant que plaignante et petite actionnaire, elle entrait dans une catégorie inconfortable mais légitime que l'entreprise ne pouvait plus ignorer. La salle de conférence se remplit rapidement. Les cadres supérieurs prirent place. Les chefs de service s'alignèrent sur les côtés. Les représentants des ressources humaines et de la conformité s'assirent plus près de l'avant. Les téléphones vibraient discrètement tandis que les gens spéculaient. Grace entra seule dans Hay. Elle ne s'assit pas à côté d'Ethan. Elle ne se tint pas avec les ressources humaines. Elle prit une chaise le long du mur latéral d'où elle pouvait voir tout le monde, y compris l'homme qu'elle avait autrefois cru capable de la protéger. Ethan la vit et fronça les sourcils, perplexe. Que fait-elle ici? Lydia suivit son regard, puis ignora Grace d'un petit haussement d'épaule, comme si elle chassait une mouche. Margaret n'était pas dans la pièce. Ce n'était pas son territoire. C'était le territoire de l'entreprise. À la tête de la table se tenait Michael Grant, l'air impassible. « Merci d'être venu si rapidement », commença Michael. « Avant d'aborder les questions internes à l'ordre du jour, j'ai une présentation importante à faire. » La salle s'agita, les chaises grincèrent, les chuchotements cessèrent et Michael poursuivit. « Veuillez accueillir le propriétaire majoritaire de cette entreprise, Monsieur Henry Reed. » Un homme se tenait près du fond de la salle où la plupart pensaient qu'il n'était qu'un simple observateur. Costume sobre, expression calme, posture familière. Le cœur de Grace fit un bond. Son père. Henry s'avança d'un pas assuré et sans précipitation. Il n'avait rien de théâtral. Il ne prenait pas la pause. Sa simple présence transforma l'atmosphère de la pièce. Le sourire d'Ethan s'effaça. Lydia retira sa main de son bras. « C'est Ethan », murmura-t-il en plissant les yeux. « C'est ton père ?» Il regarda Grace, comprenant enfin des détails qu'il n'avait jamais pris la peine de demander. Grace soutint son regard pendant un instant, puis détourna les yeux. Henry fit un signe de tête à l'assemblée. « Je ne suis pas ici pour parler des résultats trimestriels, » dit-il. « Je suis ici parce que je crois que les chiffres ne signifient rien si les personnes qui les produisent sont corrompues. » Quelques personnes se mirent mal à l'aise. Michael reprit la parole. Nous menons actuellement une enquête éthique concernant des malversations financières, des risques pour la réputation et des abus de pouvoir. Il ajouta « La plaignante est présente avec l'accord de son avocat. Les personnes mises en cause sont également présentes. » Ethan sentit son estomac se nouer. « Avant de poursuivre, ajouta Michael, je tiens à être clair. Ce que vous allez voir et entendre est utilisé avec l'autorisation expresse de Madame Grace Reed et de notre équipe juridique. Il s'agit d'une séance à huis clos qui fait partie d'une enquête interne. » Il fit un signe de tête au technicien d'informatique. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Les écrans s'allumèrent. Des relevés bancaires apparurent. Tout d'abord, des graphiques côte à côte montrant l'évolution des soldes des comptes joints au fil du temps. Les transactions autorisées par Ethan, toutes versées sur un compte externe. Le nom du compte destinataire apparaissait en gras. Lydia Blake. Un murmure s'éleva. Ethan se pencha en avant. « Il y a une explication à cela, » commença-t-il. « Vous aurez l'occasion de répondre, » dit Michael d'un ton neutre. « Pour l'instant, vous allez écouter. » Ensuite, des emails apparurent à l'écran. Les messages de Lydia s'affichèrent avec des orodatages précis. « Je m'inquiète de l'instabilité de sa femme. Elle perturbe sa concentration. Si cela continue, cela pourrait affecter ses performances ici. » Chaque plainte était suivie de notes internes, toutes marquées comme non fondées, mais soigneusement classées. Elena, assise près de l'avant, observait en silence. Une stratégie visant à discréditer une employée non syndiquée qui n'avait aucun moyen de se défendre. Michael résuma. Classée par quelqu'un qui avait une influence sur l'avancement de la personne concernée. Personne ne parla. Puis l'enregistrement audio fut diffusé. La voix d'Ethan emplit la pièce. Elle était indubitable. Tu es inculte, Grace. Tout comme elle. Elle n'était rien. Et toi non plus. La voix de Lydia suivit. Légère et tranchante. C'est là que finissent les femmes comme elle, à élever d'autres femmes comme elle. La réplique de Margaret,
froide et dédaigneuse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais eu. La pièce devint complètement silencieuse. Plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil à Grace. Elle ne regardait pas l'écran. Elle fixait droit devant elle, immobile. Ethan pâlit. C'était une humiliation privée sur un terrain sacré. Michael intervint, s'exprimant au nom d'un cadre supérieur et d'un membre clé du personnel qui représentait cette entreprise partout où ils allaient. Enfin, les images de vidéosurveillance. Lydia seule dans le bureau, le nom de Grace sur l'enveloppe, le logo du cabinet d'avocat, la flamme, la lettre apparue à l'écran sous forme de scan. Avis à Madame Grace Reed concernant l'enregistrement des actionnaires par Reed Holdings, falsification de courrier, destruction d'un avis juridique destiné à un actionnaire bénéficiaire, dit Michael. Sur la propriété de l'entreprise par une personne en position de confiance, Lydia se leva brusquement. « Je ne lui ai jamais dit de transférer l'argent, » dit-elle rapidement, la voix tremblante. « Il l'a fait de son propre chef. Vous n'avez cessé de déposer plainte après plainte contre sa femme, dit Michael, et vous avez brûlé le courrier juridique qui lui était adressé. » Elle se tourna vers Ethan, désespérée. « Dis-leur que j'essayais de t'aider. Dis-leur, » dit Ethan en la regardant avec horreur. « Tu as dit qu'elle ne ferait que me freiner, » murmura-t-il. « Tu l'as dit, » dit Henry en levant la main. La pièce devint silencieuse. « J'en ai assez vu, » dit Henry calmement. Ni en colère, ni triomphant, juste satisfait. Il regarda Lydia, puis Ethan, puis brièvement Grace. Une entreprise ne peut être dirigée par des personnes qui traitent leurs propres conjoints et actionnaires comme des objets jetables. Si elles méprisent la responsabilité dans leur vie personnelle, elles finiront par détruire les personnes qui leur sont subordonnées. Ici, il se tourna vers Michael. « Vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Michael acquiesça d'un signe de tête. « À compter de maintenant, annonça-t-il. » Ethan Cole est suspendu dans l'attente d'une procédure de licenciement et d'un examen juridique pour faute financière. Lydia Blake est licenciée pour motif valable sur la base des preuves présentées. Tous deux sont interdits d'accès aux locaux de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Personne n'applaudit. Ce n'était pas un divertissement, c'était une conséquence. Grace se leva silencieusement. Michael lui fit signe. « Madame Reed, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez dire pour que cela soit consigné ?» demanda-t-il. Grace s'avança. Sa voix était calme lorsqu'elle prit la parole. « Vous m'avez traité d'ignorante, » dit-elle en regardant Ethan. « Vous avez dit que je n'étais rien. Vous avez essayé de me garder dans l'ignorance, même à propos de ce qui m'appartenait. » Elle laissa le silence s'installer. J'ai observé. Elle continua. J'ai appris. Puis j'ai tout noté. C'est tout. Elle recula. Pas de discours sur la vengeance. Pas de jubilation. Les yeux d'Henry s'adoucirent pendant une seconde. La réunion prit fin. Le véritable démantèlement venait seulement de commencer. Les portes de la salle d'audience se refermèrent, avec un bruit qui ressemblait à la dernière page d'un chapitre. Pas bruyant, pas dramatique, définitif. Grace se tenait à l'avant, à côté de son avocat. Daniel Wright, calme, concentré, un homme qui détestait autant qu'elle les effets théâtraux. Ses mains reposaient mollement le long de son corps. En face d'elle, Ethan Cole était assis, raide, son costume légèrement plus ample qu'auparavant, la mâchoire serrée si fort qu'elle en tremblait. Derrière lui, Margaret Cole serrait la bandoulière de son sac à main comme si cela pouvait l'ancrer à la vie qu'elle pensait contrôler. Lydia était là aussi, sur un banc séparé, appelée comme témoin, mais sans plus être alignée avec qui que ce soit. Le juge entra. Tout le monde se leva. Tout le monde s'assit. Le silence enveloppa la salle. Ce n'était pas une salle de réunion. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un lieu destiné à enregistrer des faits. Daniel se leva le premier. Il ne faisait pas les 100 pas. Il n'élevait pas la voix. Il se déplaçait avec le même calme délibéré et la même grâce qui l'avait caractérisé depuis son enfance. « Votre honneur », commença-t-il. « Cette affaire ne concerne pas seulement la dissolution d'un mariage, mais aussi un comportement répété d'abus financiers, d'atteinte à la réputation et de dissimulation délibérée des droits légaux du requérant. » Il tendit un classeur. Pièce à conviction NDEG 1. Relevé de compte jointe obtenu avec l'autorisation appropriée et vérifiée par l'institution financière. Les chiffres apparurent sur les écrans du tribunal. Retrait, virement, tous initiés par Ethan. Tous dirigés vers des comptes liés à Lydia Blake. Pièce à conviction
Relevé de compte joint obtenu avec l'autorisation appropriée et vérifiée par l'institution financière. Les chiffres apparurent sur les écrans du tribunal. Retrait, virement, tous initiés par Ethan. Tous dirigés vers des comptes liés à Lydia Blake. Ethan fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Daniel a continué. Pièce à conviction B. Emails internes provenant du lieu de travail des défendeurs, fournis légalement par le service de conformité de l'entreprise, montrant une tentative coordonnée de présenter Madame Reed comme instable et obstructionniste, alors qu'elle n'était pas employée et n'avait aucune interaction directe avec ses services. Le juge s'est légèrement penché en avant. Pièce à conviction C. Enregistrements audio documentant des violences verbales et émotionnelles, notamment sur la tombe de la défunte mère de Madame Reed. Ethan tressaillit visiblement lorsque ses propres mots résonnèrent à nouveau. « Tu es inculte, Grace. Elle n'était rien, et toi non plus. » Da piècio isana etitiva. Margaret ferma brièvement les yeux, comme si elle pouvait bloquer le son. Enfin, pièce à conviction D. Des images de vidéosurveillance montrant Mademoiselle Blake détruisant une lettre juridique adressée à Madame Reed par un cabinet d'avocats représentant une société holding. En son nom, une lettre l'informant de son statut d'actionnaire dans la société défendresse. Les images ont été diffusées, l'enveloppe, la poubelle, la flamme. Le juge a regardé sans interruption. Lydia a été appelée à la barre. Elle marchait prudemment, ne portant plus les robes fourreaux coûteuses qu'elle portait autrefois lors des dîners d'entreprise. Ses vêtements étaient désormais simples, neutres. Elle garda les yeux baissés sous serment. Sa confiance n'avait nulle part où se cacher. « Avez-vous reçu de l'argent de M. Cole » demanda Daniel. « Oui » répondit-elle d'une voix tendue. « Saviez-vous que ces fonds provenaient d'un compte conjugal commun ?»« Oui. » « Avez-vous déjà parlé à M. Cole du fait que sa femme était, selon vos propres termes, un fardeau ou un poids mort ?»« Oui. » « Avez-vous détruit une lettre adressée à Madame Reed par le cabinet d'avocats représentant Reed Holdings ?» Une pause. « Oui. » « Pourquoi ?» Lydia déglutit. « Parce que si elle savait qu'elle avait des parts, répondit-elle doucement, elle ne serait pas si facile à écarter, et Ethan voulait moins de complications. » Ethan se tourna vers elle, stupéfait. « Ce n'est pas ce que vous... » Le juge leva la main. « Vous aurez votre tour, monsieur Cole. » Margaret fut appelée ensuite. Elle serra son sac à main comme s'il pouvait lui donner du courage. « Madame Cole, » dit Daniel, « avez-vous jamais encouragé votre fils à prendre ses distances avec sa femme ?»« Je le protégeais, » répondit Margaret. « Elle n'était pas convenable. Elle l'embarrassait. Elle n'avait pas sa place dans son monde. »« Avez-vous été témoin d'humiliations publiques répétées ?» demanda-t-il. « Y compris à votre propre table et sur la tombe de la mère de Madame Reed. » Les yeux de Margaret clignèrent. « Je pensais qu'elle réagissait de manière excessive, dit-elle. Nous étions simplement honnêtes. »« Honnêtes » répéta Daniel à propos du fait qu'elle n'était rien. Margaret serra les lèvres. Elle ne répondit pas. Parfois, le silence est plus accablant que les aveux. Ethan finit par prendre la parole. Il tenta de retrouver l'aisance qui lui avait autrefois réussi dans ses présentations. Cela échoua sous serment. « J'ai commis des erreurs, dit-il. J'étais sous pression. Le travail était intense. Je me sentais constamment jugé. Lydia comprenait cela. Ma mère voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. C'est pour cela que vous avez traité votre femme d'incultivée et de nulle devant la tombe de sa mère ?» demanda Daniel calmement. Ethan déglutit. « J'ai perdu mon sang-froid. Il a dit que c'était privé. Je ne savais pas qu'elle enregistrait. Alors Daniel dit « Votre principal regret est d'avoir été enregistré ?» Ethan hésita. « Ce n'est pas ce que j'ai fait. Dites à Mademoiselle Blake que votre femme vous retenait. »« Oui, mais avez-vous autorisé des virements de votre compte joint à Mademoiselle Blake sans en informer votre femme ?»« Oui, marmonna-t-il. »« Avez-vous jamais parlé à votre femme de l'avis aux actionnaires qui lui a été envoyé par Reed Holdings ?»« Non, je ne pensais pas que c'était important. » Avez-vous profité de son silence et de sa confiance en vous, alors même que vous la dépouilliez ? Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. « Oui, » murmura-t-il. Le verdict fut rendu sans pause dramatique. Le juge s'exprima avec la clarté de quelqu'un qui avait vu trop souvent des versions de cette histoire. « Le divorce est accordé », déclara le juge, pour faute financière et cruauté émotionnelle. La poitrine de Grace se souleva, puis s'abaissa. « Tous les biens matrimoniaux transférés à tort doivent être restitués à Madame Reed », a poursuivi le juge. Une restitution supplémentaire sera déterminée en fonction de la valeur des fonds détournés et des profits qui en ont été tirés. Ethan baissa la tête.
Compte tenu des abus avérés, a ajouté le juge, une ordonnance restrictive est approuvée, avec effet immédiat. M. Cole n'aura aucun contact direct avec Mme Reed en dehors de son avocat. Le marteau frappa une fois. C'était fini. Alors que les gens commençaient à se lever, Ethan réagit plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Il traversa la courte distance qui le séparait de Grace, qui était en train de rassembler ses affaires, et tomba à genoux. « Grace, dit-il d'une voix brisée, je t'en prie, je peux arranger ça. Je peux changer. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Margaret trébucha derrière lui, la fierté brisée, et tomba également à genoux. « J'avais tort, » murmura-t-elle. « Je le vois maintenant. Je ne faisais que le protéger. Pardonne-nous, s'il te plaît. Donne-nous une autre chance de réparer nos torts. » Pendant des années, Grace avait imaginé des excuses qui ne venaient jamais. Maintenant, ils étaient à genoux devant elle. Elle se retourna enfin. Elle les regarda, non pas avec rage, ni avec triomphe, mais avec lucidité. « Non, » dit-elle doucement. Un seul mot, calme, absolu. « Vous n'êtes pas à genoux parce que vous êtes désolé, » continua Grace. « Vous êtes à genoux parce que vous avez perdu. » Elle les contourna. Pas de discours, pas de sermon, pas de pitié qu'elle ne ressentait pas sincèrement. À l'extérieur du palais de justice, les conséquences se poursuivaient. Le licenciement d'Ethan était désormais officiel. Aucune entreprise de cette taille ne voulait assumer la responsabilité liée à son nom. Désormais, les recruteurs ne répondaient plus à ses appels. Les amis qui se vantaient autrefois de le connaître ne lui répondaient plus. La réputation de Lydia l'avait suivi jusqu'à la porte. Personne ne voulait d'une destructrice de courriers et manipulatrice de plaignants avérée près de ses clients. Le cercle social de Margaret a disparu. Les invitations se sont taries. Les mêmes personnes qui louaient autrefois sa force murmuraient désormais à propos de sa cruauté. Grace a gravi les marches du palais de justice, le soleil réchauffant son visage. Daniel se tenait à ses côtés. « Tu as gagné, dit-il. » Grace ne répondit pas tout de suite. Gagner ne lui procurait pas l'euphorie d'un feu d'artifice. Elle se sentait toujours aussi pure. Elle pensa à sa mère. À la tombe d'Henry, assis tranquillement pendant les réunions qu'il aurait pu dominer, choisissant plutôt de laisser la vérité s'exprimer en premier. Son téléphone vibra. Un message d'Henry. « Rentre à la maison. Nous devons parler sérieusement maintenant. » Grace sourit. Justice avait été rendue, mais quelque chose d'autre l'attendait, non pas dans une salle d'audience, ni dans une salle de réunion, mais à la table de la cuisine où la vérité avait toujours vécu. Le trajet jusqu'à la maison de son père lui sembla différent cette fois-ci. Grace ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle arrivait. La maison d'Henry Reed était la même que d'habitude. Modeste de l'extérieur, dans une rue calme, sans aucun signe de l'influence qu'il exerçait. Il ouvrit la porte avant qu'elle ait pu frapper 2 fois. Il ne dit pas « je te l'avais dit ». Il ne dit pas « je le savais ». Il la serra simplement dans ses bras avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle se brise, tout en étant certain qu'elle ne le ferait pas. Une fois que, ils s'assirent à la table usée de la cuisine, et Henry versa du thé, comme il l'avait fait lorsqu'elle avait 11 ans et qu'elle avait perdu sa mère. « Tu n'as jamais eu besoin de mon argent, » dit-il doucement. Grace leva les yeux. « Tu avais besoin de la vérité, » conclut-il. Les mots tombèrent doucement, mais ils portaient le poids des années. « Tu aurais pu me dire que tu étais propriétaire de l'entreprise, » dit-elle. « Tu aurais pu me prévenir, » acquiesça Henry. « J'aurais pu, » admit-il. « Mais alors, tu te serais toujours demandé si tu t'étais battu pour toi-même ou si je l'avais fait pour toi. J'avais besoin que tu vois ce qu'ils étaient sans mon ombre, et j'avais besoin que le monde voie ce que tu es sans mon nom. » Grace repensa au cimetière, à la salle de conférence, à la salle d'audience. « Je t'en veux un peu, » admit-elle. « Tu en as le droit, » dit-il. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, puis Grace expira. « Merci, » ajouta-t-elle, « d'avoir été là quand j'étais prête. » Henry sourit faiblement. « Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, » dit-il. « Je m'inquiétais seulement de ce que cela coûterait. » Dans les semaines qui suivirent, la vie ne revint pas à la normale. Elle continua d'avancer. Grace emménagea dans un nouvel appartement. Pas immense, pas tape à l'œil, mais à elle. Le mobilier était simple, les pièces étaient calmes. Le silence semblait différent désormais. Ce n'était pas du vide, c'était de l'espace. Les messages affluèrent après la publication des dossiers judiciaires et la fuite de l'enquête interne dans le domaine public, certains provenant de femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées, d'autres de groupes de défense, d'autres encore de journalistes.
Un jour, Henry lui transféra un email provenant d'un média. « Ils veulent vous interviewer », dit-il officiellement. « Vous pouvez refuser », dit-il. Grace le lut attentivement. « Pensez-vous que je devrais accepter ?» demanda-t-elle. Henry haussa légèrement les épaules. « Je pense que vous devriez faire ce qui vous permettra de dormir la nuit. » Elle pensa à toutes ces femmes dont les noms n'apparaîtraient jamais dans un diaporama présenté en salle de réunion. Des femmes qui n'avaient ni enregistrement, ni enquêteur, ni de père, détenant une participation majoritaire cachée à la vue de tous. « Je vais le faire, » dit-elle, « mais pas comme un scandale, comme un avertissement et une feuille de route. » Le studio était petit mais professionnel. Une chaise simple, des lumières tamisées, une caméra, un animateur dont les questions étaient préparées mais suffisamment ouvertes pour laisser Grace mener la danse. « Grace a lu », commença l'intervieweur. « Les gens ont commencé à vous qualifier de symbole de force tranquille. Que diriez-vous aux femmes qui vous regardent et qui se sentent invisibles dans leur propre maison ?» Grace prit son temps. « Je dirais ceci », répondit-elle. « Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est de l'observation. Parfois, c'est la façon dont vous survivez pendant que vous rassemblez ce dont vous avez besoin. » La caméra resta braquée sur elle. « Le problème, c'est quand le silence devient la seule chose que vous avez, » continua-t-elle. « Je n'ai pas gagné parce que je suis devenue cruelle. J'ai gagné parce que j'ai d'abord été honnête avec moi-même, puis avec les personnes qui pouvaient réellement m'aider. Elle n'a pas mentionné la fortune de son père. Elle n'a pas mentionné la propriété. Elle a parlé de preuves, de schémas, du moment où l'on finit par croire davantage à sa propre perception qu'aux excuses des autres. À travers le pays, à travers le monde, des femmes regardaient sur leurs téléphones, leurs ordinateurs portables, leurs téléviseurs silencieux et dans leurs cuisines silencieuses. Certaines hochaient la tête, d'autres pleuraient. Certaines, pour la première fois, ont ouvert un cahier et ont écrit une date en haut d'une page blanche. Plus tard dans la soirée, Grace se tenait seule à sa fenêtre, les lumières de la ville clignotant en contrebas. Son nom apparaissait désormais dans des emails, non pas comme la responsabilité de quelqu'un, mais comme la référence de quelqu'un. On lui avait demandé de conseiller une petite organisation à but non lucratif qui aidait les gens à documenter les abus financiers. Elle avait accepté, non pas comme un travail, mais comme un moyen de transformer son expérience en quelque chose de moins douloureux. Elle pensait à sa mère, à la tombe, aux mots destinés à la briser. Elle sourit faiblement. Il pensait que le fait de se tenir là leur donnait du pouvoir, murmura-t-elle. Il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se tenait. Son téléphone vibra sur la table. Un message d'Henry. « Je suis fier de toi, pas pour avoir gagné, mais pour être resté toi-même. » Grace éteignit l'écran. Elle n'avait plus besoin de rappel constant. Elle ne fuyait pas. Elle faisait un choix. Elle aperçut son reflet dans la vitre, stable, droite, libérée. Grace Reed ne se contentait plus de survivre. Elle vivait. Et quelque part, au-delà du cadre de cette histoire, quelque chose de nouveau l'attendait. Pas la douleur, pas la vengeance, mais un but. Un avenir construit non pas sur ce qu'elle avait enduré, mais sur ce qu'elle refusait de devenir. Il pensait que le silence était un signe de faiblesse. Il pensait que l'humilité était un signe d'ignorance. Mais en vérité, moi aussi, j'observais. Et cette fois, j'ai tout noté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai apprécié la créer. Si elle vous a ému, n'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. Et rendez-vous dans ma prochaine histoire.